Vous avez une carte ou pas? Bon, moi je ne fais que vous présenter. Et vous présentez l'étude Kurt Salmon. Bon, alors je m'excuse, mais clairement tout le monde n'est pas rentré de la panétrie. Je m'excuse auprès de vous. Je vais laisser le modérateur de cette session présenter ses invités. Comme pour toutes les sessions, il a des invités de classe. Alors on ne présente jamais un journaliste, parce que par définition, les journalistes sont connus, puisque les journalistes sont faits pour parler des autres. Donc il n'y a aucune raison de les présenter, surtout quand un journaliste de la presse écrite, qui d'ailleurs est au Figaro aujourd'hui après avoir travaillé pour un certain nombre d'autres titres de la presse écrite, mais c'est quelqu'un qui a compris aussi que la presse écrite n'avait peut-être qu'une partie de son avenir devant elle, et que donc il a créé le buzz de Figaro Média, qui est à la fois sur Internet, dans le journal, et qui donne des images. Et donc je pense que pour les nouveaux sujets qui vont être abordés, il est un des mieux placés pour modérer cette brillante session. À vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous allons commencer par une présentation d'études de Kurt Salmon sur la répartition des rôles entre les créateurs, les producteurs, les distributeurs, les consommateurs, les autorités publiques. Là, on n'a oublié personne. Avec cette question « Who's got the power ?» Et puis après, on aura une table ronde avec, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Albanel, responsable de la fondation Orange, et puis bien connue pour ses responsabilités publiques. Madame Christine Albanel a été ministre de la Culture, et puis on parlera de la grande loi Hadopi qu'elle a défendue brillamment. Nous avons également Tarek Cherkaoui, qui est le directeur stratégique de Qatar Museum Authority. Donc vous nous expliquerez un tout petit peu le pouvoir du Qatar dans la culture. Martins Aretz, fondateur de Crown Expedition. Je vous expliquerai le pouvoir du crowdfunding. C'est un mot dont on parle beaucoup. Il y a une réalité derrière, on verra laquelle. Et puis j'ai le plaisir aussi de recevoir Paul Dujardin, directeur général et artistique de Beaux-Arts, c'est-à-dire le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, un lieu de culture, un lieu de vie, un lieu d'expérimentation et d'échange. On va donc commencer. Je vous cède la parole pour la présentation de votre étude Kurt Salmon. Eh bien, merci. En fait, si j'avais un petit zipper. Merci. Voilà. OK. Bonjour à tous. En fait, je vais tenter de vous présenter la synthèse des travaux que nous avons réalisés cette année avec l'équipe du Forum d'Avignon. Travaux au cours desquels nous sommes intéressés à l'évolution des pouvoirs ou des équilibres le long de la chaîne de la valeur des ICC. Alors les ICC, c'est un environnement vaste, divers, multiple. Donc il a fallu qu'on se concentre sur quelques secteurs et on reviendra sur ces secteurs en particulier. Et pour ce faire, en fait, on a lancé une enquête auprès de 4000 consommateurs à travers le monde qu'on a interrogé sur leur perception, leur intérêt vis-à-vis de ces nouveaux outils que le digital met à leur disposition et des pouvoirs que ça semble leur conférer. Et on a complété en fait cette étude par une quarantaine d'entretiens auprès d'acteurs divers représentants de la filière. Alors, en guise d'introduction, je vous invite à partager quelques données de marché. C'est toujours intéressant de regarder 5 minutes dans le rétroviseur. Sur la période de 2007-2011, sur les 4 marchés que nous avons en fait regardés plus particulièrement, que sont le cinéma, les jeux, la musique et en fait l'édition, il est intéressant de remarquer que, malgré peut-être ce que certains pouvaient avoir en tête, ces marchés ont été flats, ont été stables. C'est-à-dire une croissance annuelle moyenne de 0%. Alors, lorsqu'on regarde plus en détail, certes, la situation est diverse d'un marché à l'autre, mais in fine, seul le marché du livre, au niveau mondial, a connu une décroissance significative de 4% par an sur la période. Et par exemple, la musique, à contrario de ce que certains pourraient avoir en tête, voire ce que certains ont pu communiquer,
pardon, le marché, je reviens à ma place, le marché en fait de la musique a été stable. Alors ça dépend comment on considère ce marché, mais si on intègre en fait au marché de la musique les concerts et l'enregistré, au niveau mondial, le marché a été relativement stable. Alors une bonne nouvelle pour l'avenir, si on en croit les modèles qu'on a développés au sein de Kurt Salmon, dans les années à venir, quels que soient les marchés que l'on a pu étudier, on espère voir ces marchés retrouver la croissance. Et en cumulé, on tend vers une croissance annuelle moyenne au niveau mondial autour de 5%, ce qui, par les temps qui courent, est plutôt relativement agréable. Alors, 3 phénomènes expliquent cette croissance. C'est la multiplication des terminaux connectés, smartphones, tablettes de ce monde, qui multiplient les occasions d'usage et de consommation. L'arrivée à maturité de certains modèles économiques propres au digital de type SVOD qui sont adaptés quelque part au mode de consommation du public aujourd'hui et du digital en particulier et qui permettent enfin quelque part de monétiser les contenus. Et troisième phénomène important, c'est la montée en puissance des pays émergents qui apportent un intérêt de plus en plus marqué en fait à la consommation des produits culturels et qui tirent le marché vers le haut. Alors, si les marchés ont été relativement stables sur la dernière période, pour autant, je pense que ce n'est pas en présence des acteurs du secteur que je dirais que la période a été calme, bien au contraire. En discutant avec les différentes personnes de la filière, in fine, on est arrivé à la conclusion que la structure de la chaîne de valeur n'a pas forcément été transformée. C'est-à-dire les frontières entre acteurs sont relativement en fait comparables. Par contre, les mutations ont été concentrées au sein des différents maillons. À titre d'exemple, on a connu une très forte concentration des acteurs de la production avec des rapprochements d'entreprises significatives, Vivendi, EMI, dans l'édition Penguin, Random House. Une concentration nécessaire pour répondre à la mutation du secteur, à la crise que le secteur en fait rencontrée, mais aussi une concentration nécessaire pour répondre à l'émergence d'acteurs en position concurrentielle très forte sur la distribution de produits digitaux, et on va y revenir. Parallèlement à ce phénomène, en fait, on a vu apparaître toute une série d'outils à disposition à la fois des artistes comme des consommateurs et qui ont permis, certes, d'accéder à des contenus, je dirais, à n'en plus finir, et peut-être d'ailleurs trop, certains diront, et des outils qui ont permis à la fois aux artistes comme aux consommateurs de se rencontrer en direct, a priori, sans plus passer par les producteurs et les distributeurs, et à nos créateurs, quelque part professionnels ou artistes, de diffuser leur création et de partager cette création. Pour autant, est-ce que ces nouveaux outils ont réellement permis de redonner le pouvoir aux artistes et aux consommateurs ? En fait, lorsqu'on regarde la plupart des talents qui ont été détectés à travers les outils, à travers Internet, en fait, il est assez intéressant de remarquer que sitôt ces talents détectés sur la toile, ils se sont relativement empressés à rejoindre le système traditionnel. Et lorsqu'on regarde les acteurs traditionnels qui, épris de liberté à un temps, ont tenté l'aventure, en fait, la grande majorité d'entre eux, pour ne pas dire tous, ont rejoint le secteur traditionnel et la filière traditionnelle. Alors, quelques exemples pour illustrer mon propos. On a cherché, en fait, dans les top 50, top 20 de l'édition et de la musique, des artistes autoproduits. On a bien cherché, on n'en a pas trouvé. Autre information, alors, lorsqu'on demande aux consommateurs que l'on avons interrogés à travers notre étude s'ils s'imaginent, en fait, s'ils auraient l'intention d'acheter une œuvre directement auprès d'un artiste, 65% des consommateurs se déclarent, en fait, prêts à acheter directement une œuvre auprès d'un artiste. Pour autant, lorsqu'on regarde les faits, qui sont des fois un peu sévères, la moyenne des revenus générés par les livres autoproduits aujourd'hui, c'est 25 €. On se rend bien compte, donc, in fine, que certes, tous ces outils sont des fabuleux moyens d'échange, de partage, mais que quelque part, la réelle valeur du secteur est restée aux mains des acteurs traditionnels. Et que cette multiplication des contenus, cette multiplication des capacités de diffusion a plus qu'accéléré, en fait, l'effet Kleenex, et ce qui a quelque part eu pour conséquence de diminuer l'espérance de vie moyenne d'un artiste dans le secteur et la capacité qu'il peut en avoir quelque part à vivre de son art dans la durée.
Maintenant, si on regarde l'autre bout de la chaîne et que l'on regarde les consommateurs. Alors, comme on le disait, les consommateurs ont plus que jamais en fait l'opportunité d'accéder à un choix de contenus riches et divers. Ils ont plus que jamais l'opportunité en fait de prendre un rôle actif dans la création, de devenir coproducteurs, de rentrer même dans les logiques de co-création, etc. Lorsqu'on s'intéresse plus particulièrement à les problématiques du financement et au crowdfunding, en fait, on se rend bien compte que, certes, c'est un phénomène important, un phénomène incontestable, dont on parle beaucoup, et lorsqu'on demande encore une fois son avis à notre cher consommateur, plus de 45% se déclarent prêts à s'engager dans ce type en fait, de financement. Mais encore une fois, là, si on regarde les chiffres et la réalité, 3 500 €. C'est en fait le montant moyen dont bénéficient les projets financés à travers le crowdfunding. On n'est pas prêt de financer un film quand même. Hein. Et sur Quickstarter, 75% des projets financés à travers Quickstarter bénéficient d'un financement inférieur à 10 000 €. D'accord ? Donc c'est évidemment un phénomène passionnant, et je pense qu'on y reviendra, et très intéressant pour rapprocher encore une fois le consommateur des artistes et stimuler la créativité, mais in fine, il semblerait que ça ne soit qu'un phénomène, un outil complémentaire aux outils de financement traditionnels et qu'on ne puisse pas espérer, bien sûr, voir ce type de financement venir réellement concurrencer ou remplacer les outils traditionnels. Lorsqu'on fait tourner nos modèles chez Kurt Salmon, en fait, en étant même très optimiste, à horizon 2017, on estime que le crowdfunding, en fait, pèsera pour moins de 10% du financement sur les 4 secteurs considérés. Revenons aux producteurs. On l'a vu, ils ont subi une forte concentration, ils ont dû très fortement se restructurer. À titre d'exemple, on vous donne ici les chiffres en fait d'évolution des effectifs au sein des majors en France sur la période 2001-2010, divisé par 2. Parallèlement à cette restructuration, ils ont aussi su se transformer, adopter des nouvelles façons de travailler, des nouveaux modèles économiques, même si pour certains, l'adoption de ces modèles économiques a été parfois perçue comme trop lente. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que au moment où, grosso modo, on passait des supports physiques aux supports digitaux et que, par définition, le prix unitaire de l'œuvre entre le support physique et le support digital a nettement baissé, c'est les chiffres qui sont exposés à droite sur la planche, ben en fait, il est intéressant de remarquer que les producteurs sont les acteurs de la chaîne de valeur qui ont vu la part de revenus qu'ils captent croître significativement. À titre d'exemple, en fait, dans le livre, le producteur captait 30% en moyenne du prix d'une œuvre. C'est 48% à 50% dans le digital. Dans les jeux, c'était 25% dans le physique, c'est 40% dans le digital. À la même période, la part captée par les artistes est restée relativement identique. Et encore une fois, le prix unitaire du produit a largement diminué et le volume, dans certains marchés, a largement diminué. Et pour ce qui est des distributeurs, en fait, là, la situation est différenciée selon les marchés. Vous voyez que dans le livre et dans la musique, la part captée par les distributeurs est restée relativement stable, alors qu'en fait, dans les jeux et dans les DVD et le cinéma, elle a diminué, passant d'environ de 50% à 30%. Alors, on parlait de la transformation des producteurs et de leur capacité aussi à s'adapter au nouvel environnement digital. Il est intéressant aussi de voir comment ils ont su s'approprier les nouveaux outils du digital et comment est-ce que ça a permis de faire évoluer leur métier. Un producteur, c'est quoi ? Un producteur, c'est quelqu'un qui détecte un talent, qui investit sur ce talent, qui le cultive, qui le fait grandir et qui espère, in fine, retrouver son investissement dans l'affaire. Quelque part, je vais peut-être dire un gros mot, mais un producteur, c'est un peu comme un pharmacien au laboratoire. Ça gère un portefeuille de... Voilà, j'ai osé. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les producteurs, grâce aux nouveaux outils du digital, sont capables en fait d'aller détecter quelque part ces nouveaux talents, en particulier grâce aux réseaux sociaux, à moindre frais. Ils n'ont qu'à laisser faire, je dirais, le système, se mettre en position d'observateur et aller faire du cherry picking lorsque une étude de marché grandeur nature et à travers les réseaux sociaux leur permet foncièrement de mitiger, de limiter le risque d'investissement puisque le consommateur s'est déjà foncièrement en fait exprimé. Donc ils ont, s'ils se débrouillent bien, une capacité en fait, une prise de risque moindre dans l'environnement digital
qu'avant. Alors à titre d'exemple, on vous prenait ici l'exemple de Véronica Mars, qui est une série TV qui a connu un certain succès aux États-Unis. Et en fait, le scénariste et l'actrice principale étaient désireux de passer du petit écran au grand écran. Et Warner Bros, donc, qui produisait la série, avait des doutes. Et ils se sont mis d'accord sur un test en fait à travers une plateforme Quickstarter, et pour valider l'intérêt perçu par les consommateurs du projet. Résultat, en 24 heures, 2,5 millions de dollars levés, je crois 5 millions de dollars à l'issue de la campagne, et une communauté de plus de 100 000 membres actifs qui s'est exprimée. Le film est en bouclage actuellement et devrait sortir l'année prochaine. Et je pense que ça serait assez intéressant de voir le succès qu'un tel film pourrait avoir dans les salles pour valider si quelque part Quickstarter est l'impresario star d'Hollywood de demain. Enfin, s'il y a bien évidemment un environnement qui a fortement évolué dans le cadre du digital, c'est la distribution. On a vu dans l'environnement digital, en premier lieu, émerger des acteurs en position forte, voire dominante sur leurs marchés respectifs. Amazon dans le livre, 45% de part de marché, Apple, 65% dans la musique. Alors, certains, à juste titre, ont pu en fait s'inquiéter de la possibilité de voir se construire des positions dominantes sur le long terme, avec tous les risques en fait d'abus de position dominante que l'on peut anticiper ou que l'on peut craindre lorsque ce type de marché se structure. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on observe? En fait, on observe que ces plateformes ont tendance à envahir, je dirais, les autres marchés que le marché natif sur lequel elles ont pris pied, ce qui a pour conséquence, en fait, de créer une concurrence. C'est-à-dire que là où on avait un acteur qui était en fait leader, aujourd'hui, on commence à voir apparaître 2, 3, 4 acteurs qui se disputent. Donc, quelque part, cette crainte de position dominante s'éloigne un petit peu et on peut espérer, en fait, voir apparaître une concurrence plus saine, même si on parle de 3, 4 acteurs au niveau mondial. Autre élément qu'on voulait partager avec vous, parce que ça nous a relativement étonnés, c'est la façon dont les consommateurs s'imaginent consommer des supports physiques à horizon 5 ans. Lorsqu'on leur a posé la question, en fait, plus de 50% des consommateurs, quel que soit le produit considéré, s'imaginent, à horizon 5 ans, continuer à acheter des supports physiques. Voilà, je pense que c'est une information qu'on voulait partager avec vous parce qu'on ne s'attendait pas à avoir de tels chiffres et quelque part ça donne une fenêtre d'opportunité peut-être aux distributeurs traditionnels et physiques pour continuer à se transformer et à rester des acteurs clés de l'écosystème de la distribution des produits culturels dans l'avenir. Et enfin, il est évident que toutes ces mutations sont apparues très rapidement et que traditionnellement, lorsqu'on connaît une révolution, le cadre juridique et réglementaire est à la traîne. Et aujourd'hui, si distorsion de concurrence il y a, c'est bien lié à la problématique d'un cadre juridique et réglementaire qui n'a pas su suivre en fait l'évolution du secteur. Différence de niveau de TVA d'un pays à l'autre en Europe, cadres fiscaux hétérogènes, cohabitation des droits d'auteur et du copyright. Voilà, tout cela, quelque part, crée une distorsion de concurrence qui font que les acteurs ont l'impression de ne pas jouer avec les mêmes règles. Et dans un marché, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, même s'il est relativement peut-être naïf d'espérer voir apparaître un cadre, des règles du jeu relativement homogènes au niveau international, en tant que citoyen européen et à quelques mois des élections européennes, je pense qu'on est dans notre droit d'espérer, si ce n'est d'exiger quelque part de la Commission européenne, une accélération dans la convergence de ces cadres réglementaires pour que l'ensemble des acteurs, en fait, puissent jouer avec les mêmes règles et, in fine, dans ce cas-là, je dirais que le meilleur gagne, mais lorsqu'on joue au même jeu. Voilà. Pour en conclure, et je pense que l'heure me fait signe, mon temps de parole est écoulé, on a élaboré avec l'ensemble des acteurs que nous avons rencontrés une série de recommandations que nous avons structurées autour de 2 axes chers au Forum d'Avignon, la pluralité et la diversité. Série de recommandations que je vous laisserai en fait découvrir plus en détail dans l'étude si ça vous intéresse, qui est disponible sur le site du Forum ou sur le site de Kurt Salmon, qui tourne autour de l'harmonisation effectivement de ce cadre juridique et fiscal, mais aussi des dimensions autour de l'éducation. On a réussi de belles choses dans le développement durable, on pourrait peut-être réussir lorsqu'on parle de culture, et aussi bien sûr naturellement d'une nécessaire évolution des systèmes de financement qui sont, lorsqu'ils existent, essentiellement réfléchis au niveau national dans un monde
par définition internationale aujourd'hui, et l'appel est quelque part à quelques propositions à imaginer, construire une politique, voire un système de financement au niveau européen pour qu'on puisse en fait bénéficier tous d'une culture aussi riche demain qu'hier. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous le dis, j'aime beaucoup cette étude parce que, au moins, il y a déjà un message positif, puisque les industries culturelles devraient croître de 5% par an à l'avenir. C'est assez rare d'entendre ça et ça fait plaisir. Et puis, en règle générale, beaucoup d'études brassent des idées reçues. Là, vous les balayez. On a l'impression quand même, moi ce que j'ai retenu, c'est que il faut que tout change pour que rien ne change. Effectivement, les acteurs sont toujours là. On voit même que les producteurs ont moins de risques et plus de marge, ce qui est quand même la meilleure position possible. On a vu que les grands mouvements, ce qu'on appelle les crowdfunding, l'auto-édition, finalement, vous avez donné des chiffres que j'ai retenus et qui m'ont assez surpris. 25 € pour revenu moyen d'un livre auto-édité. Ça vaut pas le coup, hein, on est bien d'accord. Et 3 500 € pour un projet de crowdfunding, on va pas très loin. Je voulais dire, on a beaucoup dit, et la presse également, et on en a fait beaucoup de titres, le numérique bouleverse tout, le numérique va tout changer. Vous dites, on est quoi, en phase de stabilisation? On a enfin trouvé nos marques? Les frontières sont bien réparties? On voit quelque part apparaître des modèles économiques qui commencent à se stabiliser. Ça, c'est clair. Des modèles économiques qui sont adaptés en fait aux spécificités de l'environnement digital et au mode de consommation du digital et qui, voilà, ont fait leurs preuves. Alors certes, ils ne dégagent pas autant de valeur que par le passé, mais ils ont au moins l'intérêt déjà de rentrer dans une logique de monétisation et donc de dégager des financements qui vont permettre aux artistes de continuer à vivre de leur art. Et ça, c'est quand même relativement crucial à notre sens. Et effectivement, vous l'avez très bien résumé, on est dans un environnement où, enfin, je pense que je passerai pour un uluberlu vous dire que rien n'a changé et qu'il n'y a pas une multitude d'outils extraordinaires mis à disposition de tout un chacun, mais qu'in fine, quelque part, et c'est peut-être positif, ce sont des outils avant tout de diffusion, de partage, mais sur l'équation économique du secteur et les acteurs qui quelque part gèrent cette valeur, là, les règles du jeu n'ont pas autant changé que cela. Merci beaucoup. On va donc passer au débat, table ronde avec mes invités. On va commencer par Christine Albanel, donc responsable de la Fondation Orange, ex-ministre de la Culture. Alors dans le titre, hein, on parle des créateurs, des producteurs, des distributeurs, des clients, des consumers et des autorités publiques. Question qui a le pouvoir. Christine Albanel, vous avez été donc ministre de la Culture en charge de ces questions et vous avez défendu une loi qui a été très débattue, qui a été beaucoup décriée, qui était la loi Hadopi. C'est quoi le rôle des pouvoirs publics? Est-ce que les pouvoirs publics doivent encore peser de tout leur poids dans le débat pour mettre des règles face au consommateur qui est naturellement tenté avec le numérique, qui est tenté de pirater, on allait le dire, qui est tenté, et face aux grands groupes, quel est le rôle? Et est-ce qu'il faut continuer à le maintenir? Oui, je répondrai bien sûr. Je crois que le rôle de politique, il demeure très très important. En dehors des missions régaliennes, je n'insiste pas bien sûr. D'abord, à mon avis, ça c'est pas directement numérique, mais le politique peut porter de grands projets. On a entendu en fin de matinée le témoignage d'une artiste tunisienne très touchant. Elle a parlé par exemple des maisons de la culture un peu partout en Tunisie, qui sont autant de foyers de vie, de résistance et d'art. C'est le modèle, ça a été le modèle de la France, ça a été le projet de Malraux à un moment donné, d'ouvrir le ministère de la Culture à des disciplines qui n'étaient pas les siennes. C'était jusque-là un ministère des Beaux-Arts et d'aller ancrer cela sur l'ensemble du territoire. Hier, on remettait les prix de la Fondation Chirac. Il y avait d'ailleurs Jacques Toubon qui se trouvait là aussi, au Quai Branly. Bon, le Quai Branly, ça a été un grand projet de Jacques Chirac, finalement inattendu, qui consistait à faire dialoguer les cultures et à donner un signal de reconnaissance très très fort pour des arts, des civilisations qui n'étaient ni connus ni considérés. Et d'ailleurs qui étaient souvent appelés arts primitifs. Bon, ça a été un projet politique.
Et je crois qu'on a besoin parfois de grands projets politiques. Bon, par ailleurs, le politique, il est là aussi pour défendre des valeurs et défendre des principes. Et parmi ces valeurs, eh bien, bon, vous avez fait allusion à la loi dite Hadopi, eh bien, il y avait la défense du droit des auteurs, la défense du droit des créateurs. Si on se replace dans le contexte, en 2007-2008, on venait d'assister à l'effondrement de l'industrie musicale. Véritablement, il y avait une crise énorme du marché, du fait du piratage. Le cinéma était menacé. Il fallait agir. Et ça a été cette loi. Cette loi, elle a été pas facile, effectivement. Elle est bien sûr perfectible, et le rapport de Pierre Lescure est venu apporter beaucoup de propositions, et par exemple sur le rapprochement CSA-Hadopi, pourquoi pas, mais n'empêche que la thématique de la défense du droit d'auteur, je pense, est entrée dans le débat public. Il est entré en France, et pas seulement. Bon, Laure Darcos disait tout à l'heure, en effet, il n'y a pas, en Europe, c'est extrêmement difficile, et ce qui est vrai. Et en même temps, en Allemagne, par exemple, enfin, le principe de la riposte graduée, c'est quelque chose aujourd'hui qui a été défendu en Allemagne il n'y a pas longtemps par Bernd Neumann, qui est le ministre d'État fédéral en charge de la culture. Un projet est en préparation. C'est le cas aussi au Royaume-Uni. Aux États-Unis, il y a un consortium, on le sait, alors ça c'est un autre modèle, mais qui réunit au fond les différentes disciplines, les fournisseurs d'accès Internet, les ayants droit, pour s'entendre et défendre ce principe par une série aussi d'avertissements. Ce n'est pas le même modèle, mais quand même, il y a cette dimension pédagogique très très forte qui est portée. Je pense que l'État était dans son rôle, bon, même si c'était perfectible, en défendant ce principe-là. Et puis je terminerai. On a beaucoup reproché à l'État, ce qui était finalement un paradoxe, de manier le bâton, d'avoir une politique qui pouvait être répressive. Alors, je sais qu'il y avait deux volets dans cette loi Hadopi, le volet pédagogique et le volet répressif, mais tout le monde a parlé du volet répressif en disant que finalement, dans un monde Internet, on devrait laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent. Vous dites qu'il faut des règles. Je pense que c'est important de rappeler des règles. Les études ont montré que le piratage a finalement baissé, que entre 70 et 75% des internautes ont dit que dès qu'ils recevaient, après piratage, quand ils recevaient le premier mail, ben finalement, ils arrêtaient. Et tout cela est allé de pair avec le développement d'une offre légale qui est énorme. Alors, il y aurait peut-être eu, de toute façon, de l'offre légale. Je pense que quand même, ça a probablement aidé à créer un contexte favorable au développement de cette offre légale. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est infinie. Et le volet répressif, bon, moi je regrette clairement que la loi, effectivement, prévoyait en effet un arrêt de l'Internet. Je crois que c'était une erreur. À l'époque, on avait le sentiment que c'était encore jouable, que c'était encore possible, que d'être privé d'Internet, si vous étiez un pirate acharné, pris X fois la main dans le sac, que c'était possible. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas possible. Ça, c'était l'erreur. Je pense qu'il aurait dû avoir en effet un système d'amende mesuré et modéré. Ça, c'est vraiment le regret que j'ai concernant cette loi. Mais je pense que quand même, l'aspect pédagogique, l'aspect prise de conscience, et un petit élément répressif n'était pas absurde et ont fait quand même progresser le débat et la prise de conscience publique. L'étude de Kurt Salmon démontre très bien que le pouvoir politique a encore un chantier devant lui qui est l'harmonisation des règles fiscales et des règles de TVA. Donc là, il faut vraiment... Et est-ce que vous pensez que l'Europe, qui s'est emparée du sujet, et que l'OCDE, qui s'est emparée du sujet, alors qu'il n'y a pas une autorité, j'allais dire politique, mais qu'une autorité publique, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'ils accélèrent le processus, et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aboutir à une harmonisation des règles fiscales ? Je pense que c'est indispensable. Parmi les principes, il y a certainement celui de l'équité. Actuellement, moi je suis, vous l'avez rappelé, je travaille actuellement chez Orange. Bon, c'est l'exemple d'un grand groupe qui est très régulé,
qui contribue beaucoup finalement au financement, je dirais, culturel au sens très large. C'est-à-dire que si on met tout ensemble toutes les taxes, par exemple le COSIP, la taxe sur les chaînes de télévision, la taxe copie privée, la taxe d'ailleurs compensation de la suppression de la publicité, le divisionel public, les rémunérations des ayants droit pour toutes les chaînes et tous les contenus que produit Orange. Si on ajoute le studio de cinéma que nous avons, tout ce qui est mécénat, sponsoring, partenariat est considérable. Nous avons des partenariats avec les principales institutions culturelles. Enfin, ça représente. Nous travaillons sur le livre numérique. Nous avons non seulement au plan, je dirais, mécénat avec la BNF, mais nous avons un grand projet, tout le monde le sait, de livre numérique, un projet de modèle ouvert qui d'ailleurs arrive maintenant en maturité. Nous en sommes au stade maintenant du prototype et ça va peut-être passer au stade industriel avec beaucoup d'éditeurs, beaucoup de libraires, avec beaucoup d'acteurs de la profession. Je veux dire que c'est un groupe très engagé, surtaxé, surrégulé. À côté de ça, vous avez les grands acteurs de l'Internet qui échappent pratiquement à l'impôt. On calcule qu'en France, il y a peut-être 1,2 milliard de manque à gagner pour le fisc. 92 milliards, je crois, aux États-Unis. Bon, on voit bien qu'il n'y a pas de territorialisation qui s'installe au Luxembourg. Voilà. Et c'est une façon quand même de rompre l'équité. C'est une situation qui me paraît quand même vraiment peu acceptable. C'est un grand combat, ça doit être un grand combat européen. Et il faudrait absolument que l'on fasse progresser les choses parce qu'il en va de l'avenir de nos propres industries qui font pas mal pour la culture. Vous pensez que ça va être un débat dans les élections européennes 2014 ou c'est un débat il est à craindre que ce ne soit pas assez un débat, parce que voilà, déjà les élections européennes souvent n'intéressent pas directement les électeurs pour ce qu'elles devraient porter, alors même que l'Europe, je pense, est un des plus grands combats possibles toujours aujourd'hui. Et souvent la culture... en plus, la culture n'est pas un sujet européen. La culture, il y a la subsidiarité, qui veut dire que normalement, ce n'est pas à la culture, à l'Europe de traiter des questions culturelles. Et pourtant, on voit bien qu'aujourd'hui, si... Alors, Christine Albanel, j'ai bien remarqué que quand vous étiez ministre, vous trouviez que les télécoms avaient les poches pleines, et maintenant que vous êtes chez Orange, vous trouvez qu'ils sont surtaxés. C'est deux manières de voir les choses. C'est parfaitement vrai. Est-ce que, oui, voilà, j'imagine, quand Orange a essayé de s'introduire et de devenir distributeur de biens culturels, on a vu que ça n'a pas été un grand succès. Est-ce que les opérateurs télécoms, doivent jouer un rôle plus engagé, au moins dans la distribution de produits culturels? Je pense que les opérateurs télécoms délivrent les contenus, font les réseaux, investissent beaucoup à ce titre. Vous avez raison de dire que les pouvoirs publics ont toujours le sentiment qu'il y a des fat cats, comme on dit maintenant en anglais, puisque voilà, maintenant je suis dans une entreprise internationale. Parce qu'au fond, quand on est du côté public, on est souvent du côté de la pénurie. On voit juste les chiffres d'affaires. On voit moins, évidemment, les investissements nécessaires, tout ce qui pèse sur les grandes entreprises, puis évidemment tout ce qu'elles apportent en termes d'emploi et de prospérité. Voilà. Surtout dans un contexte de concurrence extrêmement fort. Merci. Je me retourne vers Tariq Cherkaoui, qui est le directeur stratégique Qatar Museum. Toujours pour rester dans le rôle des pouvoirs publics, le Qatar est très connu pour son Al Jazeera, donc son pouvoir dans l'information, assez connu pour son pouvoir dans le sport, puisqu'il a investi des chaînes d'information Be In Sport. Est-ce que la culture est le troisième pilier du soft power du Qatar? D'abord, bonjour tout le monde. Je m'excuse, je vais parler en anglais. Ça fait 20 ans que je travaille dans un milieu plutôt anglophone et mes 2 jours passés en France ne sont pas suffisants pour décongeler ma langue. Pas mal. Well, in Qatar. Au Qatar, il y a de cela 10 ans, nous avions adopté une vision pour les pouvoirs publics, pour l'État,
dont l'objectif était de veiller à ce que le Qatar puisse devenir un pays moderne en 2013. Et avec au cœur de nos préoccupations précisément la culture. Et lorsque nous avons mis au point ce programme, nous avions un objectif global, à savoir de parvenir à un sain équilibre entre ce dont on a besoin pour moderniser et ce qui doit être au contraire conservé. Et je citerai un premier exemple qui illustre mon propos. Il s'agit d'un projet sur lequel nous travaillons à l'heure actuelle qui s'appelle le pôle de création Al-Wakra. En fait, c'est un projet qui s'inscrit dans le droit fil des éléments dont nous discutons autour de cette table, parce qu'il s'agit d'insuffler un nouveau souffle de vie à ce qui était à vrai dire, un très vieux village de pêcheurs, un village très ancien de pêcheurs. Et donc, l'on a voulu, dans un premier temps, adopter une approche de subvention. C'est-à-dire que l'on subventionnait l'hébergement et les lieux de travail pour des artistes et pour des artisans également. Et puis, parallèlement, nous invitons également le secteur privé à mettre à la disposition de ces créateurs des services et des hôtels. Mais nous avons également des partenariats avec des banques, entre autres partenaires clés, pour des microcrédits offerts aux demandeurs potentiels. Et par voie de conséquence, l'on s'est aperçu l'on s'attend à ce qu'il y ait une nette augmentation de l'emploi pour les populations locales. Donc voilà, ça c'est un exemple qui illustre les pouvoirs des uns et des autres et les avantages dont peuvent retirer de ce projet les uns comme les autres. Et puis il y a un autre exemple qui peut-être est moins concret, mais j'ai envie de dire qui peut-être exerce une influence plus importante sur la scène mondiale. La culture, en effet, est unique du fait du pouvoir qu'elle a d'établir des liens, de créer du lien social. Tous les ans, nous avons des réunions d'amitié avec des acteurs internationaux. Et en 2013, nous avions organisé une année de l'amitié avec le Royaume-Uni. La Royal Shakespeare Company et l'Orchestre Philharmonique de la BBC sont venus nous voir au Qatar, mais dans le sens inverse, on a organisé l'exposition Pearl Exhibition au Victoria et Albert, au musée Victoria et Albert. Je ne sais pas qui exactement a le pouvoir, mais en tout cas, les avantages, ils sont partagés de manière égale par les uns et les autres. Et puis un troisième exemple, peut-être plus concret, avec une empreinte réelle sur le monde culturel, c'est le suivant. Nos politiques en matière d'éducation sont un des piliers de nos visions et stratégies à long terme. Et nous nous félicitons de partenariats que nous avons avec des grandes universités d'un peu partout dans le monde. J'en citerai une, le University College de Londres, avec lequel nous avons noué un partenariat. Et nous avons créé un campus et il y a une faculté d'enseignement avec des enseignants locaux et avec des parcours offerts dans le domaine de la culture, parcours pédagogique. Et puisque ce sont les pouvoirs publics qui financent l'ensemble de ces activités, on pourrait être tenté de penser que c'est l'État et que ce sont les pouvoirs publics qui ont le pouvoir. Mais voyons un petit peu ce que disent les étudiants lorsqu'ils décrochent leur diplôme. Nous le verrons. Et puis, en conclusion, je me contenterai de vous dire que lorsque nous mettons au point nos programmes culturels, et afin qu'ils aboutissent, nous voulons veiller à ce qu'il n'y ait pas une monopolisation du pouvoir entre les mains de tel ou tel groupe. Question, vous dites que vous ne savez pas qui a le pouvoir, mais je crois que la question principale, en fait, est celle de savoir qui a l'argent. Je ne doute pas des ressources financières de l'État du Qatar, mais pourriez-vous nous dire quels sont les montants des investissements des pouvoirs publics qataris dans les programmes culturels? Réponse. Écoutez, ce sont des stéréotypes, je ne veux pas les répéter ici. Il faut que l'on cesse de dire du Qatar que c'est une machine à faire de l'argent, que c'est une espèce de distributeur automatique d'argent. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir des billets en masse. Non, dont on essaye de discuter ici, au Forum d'Avignon, et ce que l'on essaye de faire comprendre, c'est que nous avons un projet qui nous tient à cœur,
et nous essayons de mettre au point des programmes accessibles tant aux populations locales qu'à la scène internationale. Il ne s'agit pas, en français dans le texte, d'être des frimeurs. Il s'agit au contraire de garantir notre survie. Parce que, ne l'oubliez pas, nous vivons dans un voisinage extrêmement délicat. L'Iran, l'Irak sont nos voisins immédiats et la liste est longue. Donc pour pouvoir continuer d'exister dans un contexte de paix, nous faisons le pari de la culture, qui peut être une passerelle avec nos voisins. Nous aimons la France, nous reconnaissons la valeur de la France, cela va sans dire, mais les cultures des autres pays du monde nous intéressent tout autant. D'où ces années de l'amitié. Cette année, le Royaume-Uni, l'année dernière, le Japon, l'année prochaine, le Brésil. Et la France, un jour, fera l'objet d'une année de l'amitié. Ça ne fait aucun doute. Il y a un véritable engouement. Au Qatar. Concrètement, vous faites quoi avec la France? With France, there are lots of... En fait, avec la France, il y a de nombreux échanges qui sont en cours, de nombreux partenariats, mais une année sera consacrée à l'amitié franco-qatari avec un programme polymorphe, avec des musées français, des centres d'art français qui enverront des représentants au Qatar et avec, dans le sens inverse, d'autres activités. And how do you... Question. Et comment assurez-vous la promotion du dialogue culturel entre les différentes nations, entre les différentes cultures? Ce panaché de culture islamique et de culture occidentale, par exemple, comment parvenez-vous à le créer? Réponse. C'est une question extrêmement intéressante. Je crois que ce que l'on peut dire, c'est que ce que nous souhaitons, c'est promouvoir ce qui répond à une conception de nos valeurs, qataris. Mais nous pensons également que nous pouvons être à l'écoute des autres cultures du monde. Nous pensons en effet que nous faisons partie intégrante de l'humanité au sens large et que nous tenons à être au cœur des dialogues avec d'autres organisations du monde. Et c'est la raison pour laquelle nous procédons à ces nombreuses activités. Dans la discussion, je me tourne vers Paul Dujardin, directeur du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, donc je disais centre d'art interdisciplinaire, large éventail des expositions, des concerts, des débats. Pensez que dans un lieu comme Beaux-Arts, c'est un lieu où on réinvente la pratique culturelle? Je pense d'abord en réagissant sur le projet de présentation de Kurt Salmon, son étude. Je pense que c'est important qu'on a vu d'abord un revirement vers tout ce qui est live, les artistes même qui reviennent au centre du projet. Et comme vous le disiez tout à l'heure, l'élément un projet comme le Palais Beaux-Arts arrive certainement en France, ici à Avignon, après la Deuxième Guerre mondiale, un festival d'Avignon interdisciplinaire, ou Pompidou, dans les années 60. Le Palais Beaux-Arts est un lieu d'utopie. Je pense que c'est certainement, au plus que je dirais la recherche et l'innovation se développent, je pense au plus que la réaction de l'artiste qui revient au centre d'un projet culturel européen, je pense principalement. Et je dirais, globalement, vous avez bien parlé tout à l'heure de cet élément bottom-up de l'Europe, qui a une très grande responsabilité, même si le politique régional, national est important, la complexité du dossier, vous l'avez dit aussi, nous donne la responsabilité même si la culture est subsidiaire, de donner à l'innovation, la recherche, aussi un nouveau narratif. Je pense que c'est important, ces mondes de recherche, le monde universitaire, autant le monde artistique, doivent se re-rencontrer. D'un côté, la science, de l'autre côté, le monde de l'art et de la création. Je dirais qu'il y a deux éléments importants, c'est cette innovation et créativité, on l'a vu dans d'autres recherches. Si ces deux mondes se rencontrent, autant dans des entreprises comme le télécom, la recherche se développe d'une façon extraordinaire. Et je dirais dans le développement aussi, c'est important parce qu'on c'est pas seulement le télécom de parler de ce qu'elle fait pour la société, mais quand on va
en Afrique soi-disant un continent perdu, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est formidable ce qu'ils voient et ce qu'on voit avec le télécom, tout ce qu'on fait avec cette petite machine dans le banking, dans la sécurité, parce que comme autant on ne peut pas avoir vraiment des prêts quand on parle de microcrédit, même pour renvoyer quelques euros, on utilise son téléphone, mais on utilise son téléphone dans des projets les plus innovatifs et créatifs pour les artistes africains aujourd'hui. Alors ça veut dire que quelque part, d'un côté, le télécom et toute la recherche là derrière est formidable. Ce qui est important, c'est spillover. C'est de pouvoir rassembler de nouveau cette interdisciplinarité dont vous allez parler tout à l'heure. Je pense qu'on était dans un monde, je dirais, de spécialisation. On doit aller dans un monde de nouveau interdisciplinaire, autant au niveau politique, au niveau européen. C'est clair qu'il y a un 0,05% de l'Europe qui est pour la culture, dans sa mobilité, dans le langage, pour comprendre d'un côté la qualité de la culture européenne, comme on vient de faire à Bruxelles et dans tous les pays européens, le prix Lux pour le cinéma, très important, pour savoir ce qu'est cette diversité culturelle pour laquelle les télévisions publiques, c'est-à-dire les pouvoirs publics, continuent à investir à travers la production du cinéma européen, c'est-à-dire le langage européen, mais en même temps, de pouvoir démocratiser à travers le cinéma les grands débats. Parce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on va s'y intéresser à ces élections européennes? Mais les artistes s'y intéressent par le cinéma, par les médiums. C'est-à-dire les deux se rencontrent. On ne s'intéresse pas au Parlement et à ce qui se fait à Bruxelles, mais on s'intéresse, heureusement, à travers le travail des artistes, à travers leur médium, le cinéma, qui est peut-être le meilleur médium pour parler de la politique aujourd'hui en dehors d'un forum d'Avignon, pour pouvoir parler de ces grands défis économiques, politiques et culturels. Et je dirais, un lieu comme le Palais Beaux-Arts pourrait être, je dirais, pas seulement un troisième pouvoir, mais à côté d'une politique extérieure de l'Europe à Bruxelles et un Parlement, un Conseil et une commission qui est une énorme machine bureaucratique, on peut espérer que, je dirais, une entité nouvelle pourrait être créée entre les intellectuels européens, artistes et scientifiques, qui serait comme une plateforme éthique sur ce débat. Parce que c'est important d'avoir de l'empathie pour tout ce qui n'est pas compris à Bruxelles et de pouvoir créer des plateformes et pour lesquelles le Palais Beaux-Arts, dans les années 20, quand c'était créé, le monde de la recherche et le monde de la science était beaucoup plus près. On s'est séparés, les arts décoratifs, la recherche, le design, l'architecture, parce que vous avez donné un exemple avec votre étude qui est beaucoup plus les industries de l'art. On a oublié l'opéra, la musique classique, les musées. C'est une autre énorme industrie, le graphisme, le design, et pas dans votre exemple. C'est-à-dire que c'est une partie à travers, je dirais, le numérique et digital, mais c'est important que la recherche européenne, on a quand même les fondateurs comme la France et d'autres pays européens, l'Italie, la Belgique, etc., après la guerre, ont investi dans la recherche nucléaire. Aujourd'hui, cette entité de recherche européenne, c'est 10 fois plus. Elle devrait s'intéresser de nouveau à cette problématique de créer un nouveau narratif pour la recherche. Pourquoi faisons-nous cette recherche pour créer ce projet important dont lequel vous avez parlé, mais quel est son contenu? Son contenu, c'est de ça qu'on débat ici pendant 3 jours ici à Avignon. Et je pense qu'un lieu comme le Palais Beaux-Arts à Bruxelles, on a pris notre responsabilité en ayant, je dirais, aujourd'hui 10 000 activités par an. On a fait une croissance de quelques millions, on l'a vu au Louvre, parce que au plus que le numérique s'est créé, au plus qu'on voit que des visiteurs reviennent dans les musées. Le Louvre, ce qui Henri Loiret a créé peut-être avec et d'autres grandes institutions comme le Victorian Albert Museum. Je me rappelle, il y a 30 ans, j'allais à Londres, le Viennet, c'était totalement inintéressant. Mais quand on voit les musées londoniens, il n'y a pas un lieu à Londres qui est plus visité que la Tate. Au niveau investissement public, les sociétés multinationales préfèrent être à la Tate pour être vues. Aucun autre lieu est autant vu que les lieux culturels aujourd'hui dans lesquels les débats se font. Que ce soit le Louvre, que ce soit le Centre Pompidou, que ce soit le Viennet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau pouvoir très important qui sont ces plateformes, comme le Palais des Beaux-Arts, un des plus importants centres d'art
européens aujourd'hui. Dans ces réseaux européens, on peut refaire un nouveau pouvoir. Il y a un réel troisième pouvoir, indépendamment de la crise qu'on revit aujourd'hui en France, c'est clair, partout, on le ressent dans les autres débats déjà, la morose, mais la morose peut être créée par des alternatives, par une solidarité entre le monde politique, économique et culturel, et de nouveau ce bottom-up, cette idée Roosevelt, keynésien, de vouloir investir ensemble dans un projet commun. C'est pour ça aussi que ça m'a intéressé d'être ici et de participer à ce type de débat. Merci beaucoup. Mais alors, vous dites concrètement, on se posait la question, je reprends, vous dites les créateurs sont au centre, c'est les créateurs qui conservent le pouvoir, c'est les créateurs qui font les lieux, c'est les créateurs qui in fine attirent les regards, même si on les voit beaucoup sur le numérique, et c'est les créateurs qui peuvent défendre leur point de vue par rapport aux politiques. Vous êtes vraiment, pour répondre à la question, vous dites que ce sont les créateurs qui ont le pouvoir. Oui, je me rappelle les années 70, on parle des éclusiers, c'est un bel exemple. Les éclusiers avaient un pouvoir qui était les directeurs de théâtre, les directeurs d'opéra. On a même fait des livres sur le pouvoir d'un directeur d'opéra ou un directeur de musée, ce qu'il laisse passer, ce qu'il montre. Notamment par justement le numérique, on a accès à tout. C'est clair qu'aujourd'hui, par des choix très clairs de vision artistique dans la direction artistique et la qualité, je dirais, de tous les formes artistiques. On n'a pas vu, moi personnellement, une diminution de qualité. C'est vrai que là, la seule chose qu'on peut se poser la question, comme ici, comme dans une réunion comme Avignon, où sont les artistes eux-mêmes dans ce type de débat et leur responsabilité. Oui, mais c'est aussi prendre et de pas dire et pas de sortir du corporatisme. Quand aujourd'hui les cinéastes viendront à Bruxelles voir Karel de Gucht sur l'exception culturelle, ce serait mieux de le faire d'une façon horizontale, interdisciplinaire, sur un massage commun, et de nouveau de parler d'un narratif pour l'Europe, au-delà de la crise, et de le faire d'une façon interdisciplinaire, comme le colloque qui a lieu il y a 2-3 semaines à la Sorbonne, de revenir vers un milieu transversal, sociétal, de citoyens, entre le citoyen, citoyenneté, science et le monde de la culture, pour le faire ensemble. Et c'est là où, quelque part, un projet d'écoute, et je dois dire, je le vis tous les jours, je pense qu'il y a une volonté politique, et certainement à Bruxelles européen, même si je suis belge, c'est d'avoir cette dynamique multilatérale, multiculturelle, interculturelle, de dialogue avec le politique, et de prendre cette opportunité et de refaire une plateforme. Et je redis, ce serait une idée visionnaire et utopique de créer à Bruxelles aussi une plateforme de ce pouvoir et d'avoir un rendez-vous régulier avec ce monde politique pour qu'il nous écoute, et avec le monde de l'industrie, parce qu'il y a encore toujours vraiment cette présence de créer ce pont entre l'industrie, la recherche et l'innovation pour demain et pour l'Europe. Merci. Donc, on retient cet appel à la création de cette fameuse plateforme. On verra, mais il fait effectivement mobiliser les artistes. Moi, je voulais voir avec vous ce qui était intéressant encore une fois, dans l'étude de Kurt Salmon, c'était plus il y a de numérique, plus finalement la musique live va bien. On a l'impression que plus il y a de numérique, plus finalement les lieux, comme les musées, vont bien. C'est un retour au physique, un retour à l'expérience, j'allais dire, à la sensation, au toucher. Quelle est votre vision du musée au XXIe siècle et au siècle du numérique? Comment est-ce qu'on marie les deux? Mais je pense que c'est aussi important dans les autres débats, c'est notre lien avec le patrimoine. Je pense que c'est important. On a vu en même temps le Louvre, je prends un projet nouveau français, qui en même temps sera à Abu Dhabi, globalisé, dans les Émirats, pas au Qatar, mais en tout cas, ça change, je dirais, la situation, je dirais, économique et politique totalement. Si demain on a des artistes qui viennent du Moyen-Orient, Proche-Orient, Méditerranée, la situation économique est totalement différente, simplement au niveau des cachets déjà, par une situation nouvelle. C'est pas d'une critique, c'est une réalité économique qui a fondamentalement changé. Le Louvre, avec son patrimoine et avec des décisions de l'État d'être dans le monde,
En même temps, le développement, comme on l'a dit tout à l'heure, de la vision des directeurs des musées français, mais aussi partout en Europe, qui ont fait un développement à travers, je dirais, ce que les Émirats font, mais je pense que Jacques Parentret était peut-être le premier exemple avant qu'on a fait les Getty et Cloisters à New York. C'est des sources et des racines européennes qui se développent. Soyons fiers de ces formats qui sont typiquement européens, sur lesquels, dans une autre étude qu'on est en train de faire, un projet pilote du Parlement européen qu'on a initié, on le présentera en février, la perception extraordinairement positive à l'extérieur de l'Europe du modèle européen. Alors, on parle de morose, de pessimisme, tout va mal, etc. Incroyable. On a ici l'exemple de cette harmonie, cet intérêt, fascination des Émirats, Qatar, mais aussi du monde africain, des autres régions du monde. Et je dirais un architecte néerlandais, Rem Koolhaas, n'aurait, s'il n'avait pas d'intérêt de rentrer dans un monde en dialogue, ne pourrait pas construire la télévision publique à Pékin. On a notre capacité de créativité pour être dans le monde, encore aujourd'hui, à ce niveau-là. Je reviens à cet exemple de musée. Cet exemple utopique qu'on a eu comme un palais des Beaux-Arts après la Première Guerre mondiale, ou un centre Pompidou après les années 60, ou le People's Palace, qui était le South Bank Center à Londres, sont des lieux incroyables de rencontres à côté du travail patrimonial et des créations permanentes. Le plus important festival de rock du monde est à Werther, à 10 km de Bruxelles. C'est un festival qui rassemble 200-250 000 personnes début juillet. En même temps, ces artistes veulent retrouver un lieu de résidence, de travail, et de ne pas être ongoing. Un des conseillers de Mitterrand a dit le XXe siècle serait le siècle du nomadisme. Eh bien, on revient à Thalie, on revient au centre des institutions, à la résidence, comme le Festival d'Avignon l'était, un travail vraiment de profondeur et de rencontre avec le public. En même temps, la mondialisation, la digitalisation fait qu'on a accès à tout ça et qui est formidable. E-learning, le Théâtre national londonien, le streaming a été formidable pour générer un nouvel modèle économique. Après les décisions de Mme Thatcher, il y avait des moyens publics énormément diminués. Quand même, cette réaction a fait créer des nouvelles ressources qu'un théâtre traditionnel shakespearien à Londres, à travers le streaming et le numérique, a pu créer des nouveaux publics. On l'a vu avec le Metropolitan, avec l'opéra, à travers les cinémas de grand public, de retrouver quand même une qualité exceptionnelle d'un Ring de Bayreuth, de Metropolitan pour le grand public. Au-delà d'un projet comme Arte, à côté de European Broadcast Association, de ce que la télévision publique peut toujours faire aujourd'hui. Alors, quelque part, le musée est plus qu'un musée. Ça devrait être un lieu d'utopique, parce que le Centre Pompidou n'est pas un musée non plus. C'est une bibliothèque, c'est une collection, c'est un lieu de rencontre, c'est aussi un fétiche de l'architecture dans la ville. Ce qui est important, c'est une référence dans la cité de demain. Alors, on n'est de nouveau pas dans le sectoriel. À Amsterdam, le musée est plein. Il y a le musée Van Gogh, le Rijksmuseum, le Stedelijk Museum, le Concertgebouw. Ils sont tous autour d'une place. C'est-à-dire que c'est important que ça se reconnecte. C'est plus facile à Avignon de le faire que dans une grande ville comme Paris. Mais j'espère que la nouvelle salle de Jean Nouvel, dans la périphérie où habitent finalement les Français, parce que le centre de Paris, le cœur de Paris, c'est seulement les principaux consommateurs de toute cette proposition culturelle. Il faut des nouveaux lieux culturels dans la périphérie pour ces nouveaux publics de demain. C'est-à-dire, il faut des projets de demain, parce qu'aujourd'hui, j'entends qu'un projet d'investissement de 200 millions pour une nouvelle salle de concert sur la périphérie, par le Parisien, notamment, est très fort critiqué. Ah non. Mais c'est important qu'il y ait des nouveaux publics. Et cette classe moyenne qui a fait l'Europe du XXe siècle, en tout cas pour la Belgique, c'est ça. Si on a une radio comme France Culture qui fait une pénétration de 4-5%, c'est parce qu'il y a une classe moyenne. Et c'est celle-là qui est en crise principalement. Vous disiez, pardon, je retiens l'idée, après avoir appelé les artistes à se mobiliser, vous appelleriez les musées à développer une plateforme numérique pour qu'ils se voient. Et il y a des projets comme Google Art Project, est-ce que vous y adhérez ?
Oui, mais on ne doit pas la prendre. Je n'étais pas au débat avant, mais il y avait une dame ici qui était très motivée juste avant notre débat dans ce que j'ai entendu à la fin. C'est clair qu'on doit faire rentrer la technologie dans le musée, mais on doit le faire avec les artistes. David Clarbord, il faut le faire avec l'aspect créatif. On ne doit pas seulement le prendre et l'utiliser, il faut le développer ensemble et pas seulement être un consommateur de ces technologies. Je pense qu'aujourd'hui, c'est incroyable ce que les artistes en font. Je donne un exemple, Luc Tuymans, peintre belge mondialement connu, fera à Qatar une nouvelle place à travers le numérique digital, une place d'autant d'un hectare à travers la technologie, mais il l'a fait ensemble avec des ingénieurs pendant plusieurs années pour pouvoir le créer. Et on est parti d'un tableau du XVIe siècle, un primitif flamand, qu'il a retravaillé en une peinture traditionnelle et qu'il redéveloppe sur une place publique à travers la technologie grâce au mécénat du Qatar, pour donner un exemple, comment cette technologie peut être intégrée dans un projet muséal et artistique aujourd'hui par les différents artistes. Tarek Cherkaoui, do you confirm that Europe is still attractive? Est-ce que vous confirmez que c'est quelque chose qui a encore un certain attrait pour le reste du monde? Réponse oui, absolument, ça c'est indéniable. Et je partage tout à fait l'analyse de M. Dujardin. En effet, le véritable pouvoir de la culture est en Europe, en France et dans d'autres pays un élément essentiel. D'autres acteurs un peu partout dans le monde, pas seulement le Qatar, pas seulement la région du Golfe, mais aussi d'autres pays, en Asie, la Chine notamment, ou d'autres pays, Singapour également, la Malaisie, peuvent s'en inspirer. Il y a un besoin de laisser le savoir-faire européen les inspirer, aussi dans le domaine culturel et artistique. Et si l'on voit les institutions du XXIe siècle, eh bien c'est précisément ce que nous essayons de créer. Nous essayons de créer le musée du XXIe siècle. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des plateformes numériques. Un exemple. Un des projets que nous avons en cours est le Musée national du Qatar. C'est encore un projet, mais il se fondera en grande partie sur les plateformes numériques. Parce que, comme vous le savez, il est très difficile de trouver des collections d'œuvres sur la péninsule arabe et d'art du fait de la tradition bédouine. C'est difficile de trouver ces collections et donc on se fonde vraiment sur l'histoire, la représentation visuelle de ce patrimoine qui a existé. Donc la coopération peut passer par de nombreux véhicules et je crois qu'on en trouvera encore de nouveaux, de plus efficaces et donc soyons prêts pour coopérer davantage encore. Non, juste deux brèves observations pour rebondir sur ce que vient de dire mon voisin. Oui, c'est vrai, les musées sont aujourd'hui un lieu de rencontre extraordinaire. Je voudrais juste donner un tout petit exemple qui est un projet qu'on a porté avec Versailles. Bon, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Et c'est un projet qui finalement est une visite numérique de Versailles avec Eric Orsena qui était là hier soir, qui est un passionné qui parle justement de cette passion et qui fait visiter. Et Pennon, artiste qui vient d'être exposé à Versailles, qui est absolument extraordinaire, cette exposition Pennon, je pense que tout le monde l'a vue. Et voilà une rencontre entre un lieu patrimonial, un écrivain, un artiste de premier plan et un groupe et un grand opérateur. Je crois que c'était juste un exemple. Et je souscris tout à fait à ce qui a été dit sur le fait qu'il y a vraiment un effet. Il y a probablement une Europe des œuvres, il y a une Europe des artistes. Rien ne nous est plus familier que l'Espagne d'Almodovar ou que l'Allemagne d'Anneke, par exemple. Et il n'y a pas suffisamment une Europe de la culture. Voilà le point. Mais l'Europe des artistes et l'Europe des œuvres, elle existe. Voilà. Très brièvement encore, je voulais revenir. Vous avez tout à l'heure dit offre démultipliée aussi. Hein, la problématique, est-ce que l'offre devient plus grande? Elle sera naturellement jamais trop grande pour les publics. Mais très très brièvement sur l'aspect des technologies, naturellement, elle est fondamentale, mais elle doit aider à un nouveau langage, comme je disais tout à l'heure déjà. Mais je vais donner un très bon exemple. Je n'y étais pas, je suis très triste que je n'y étais pas, mais c'était Anna-Thérèse Kersmacher Rosas qui cet été était ici au Palais des Papes. Et quand elle a fait sa création, elle a travaillé avec les éléments les plus naturels. C'était le sunrise, quand le soleil s'est levé à 3 heures du matin, elle a fait sa création, c'est-à-dire
à base de la réalité d'un site historique qui est le Palais des Papes et la Cour d'honneur. Après, elle l'a fait à Bruxelles, ou elle l'a fait à Paris, dans un théâtre traditionnel, avec Michel François, l'artiste plasticien. Et elle a recherché comment, avec la technologie contemporaine, elle pourrait créer le même effet de la lumière dans un lieu de théâtre. Et finalement, c'était incroyable de voir comment, dans un lieu de théâtre, elle a pu créer cette atmosphère de création de lumière comme Olafur Eliasson à la Tate il y a 5-6 ans avec son soleil où tout le monde s'est allongé. Ce travail de recherche, d'innovation d'un artiste islandais danois dans des lieux de culture comme la Tate, d'utiliser toutes les nouvelles technologies pour pouvoir créer. Mais on ne peut pas le sentir. Je pense que c'est aussi dans l'architecture, quand on ne le ressent pas, c'est le plus fondamental et le plus formidable dans cette culture européenne. Merci. Martin Aretz, you are founder of Crowd. Martin Aretz, vous êtes fondateur de Crowd Expedition. C'est un secteur fascinant, la culture, les arts, mais ça ne représente finalement qu'1% des investissements dans ce domaine. Alors, est-ce que le crowdfunding restera un élément, un phénomène marginal, un épiphénomène? Réponse. Je crois que c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il est encore trop tôt pour savoir exactement quel sera l'impact du crowdfunding. On est vraiment au cœur même d'une révolution. Elle vient à peine de commencer, cette révolution avec le crowdfunding. Il y a 2 semaines à peu près, j'avais vu une vidéo néerlandaise qui avait été enregistrée il y a une dizaine d'années. Et puis on interviewait des gens, l'homme de la rue, et on leur posait la question. Alors, est-ce que vous avez envie d'un téléphone portable, leur demandait-on. Et ils répondaient: mais vous plaisantez, attendez, on est sur un vélo, et puis après, on va m'appeler sur mon téléphone, et moi je suis sur mon vélo, comment voulez-vous que je réponde au téléphone? Donc un portable, ça ne m'intéresse pas. Et je crois que c'est un petit peu la même chose pour le crowdfunding. On peut difficilement savoir à quel point ce sera un phénomène monumental le jour venu. C'était un petit peu la même chose pour le téléphone portable. Donc est-ce que vraiment ce sera un des moyens de financer l'art, le crowdfunding, ou pas? Bon, quoi qu'il en soit, ça ne mettra pas en échec les banques. Ce sera simplement une option supplémentaire. Et le crowdfunding, par ailleurs, a une caractéristique qui est particulièrement intéressante. Ce n'est pas simplement le côté financement, donc funding, qui est important. C'est le côté crowd, donc le côté la foule qui finance. Parce que les artistes, les producteurs peuvent développer vraiment une relation à très long terme avec leur public. Grâce au crowdfunding. Donc on leur demande de l'argent et par le truchement du crowdfunding, on crée un lien et c'est une sorte de panaché en quelque sorte. Il ne s'agit pas simplement d'examiner un instrument de financement, il s'agit de combiner plusieurs possibilités de financement. Question. Et le crowdfunding, à votre avis, ça peut stimuler la créativité? Ça peut stimuler par exemple l'avènement de nouveaux projets? Je pense ici notamment à Crowd Expedition, votre projet. C'est une sorte de mélange entre mode de vie, expérience sportive et projet artistique. Donc le crowdfunding, à cet égard, ça vous paraît être un véhicule de financement idoine? Réponse, ben oui. J'utilise le crowdfunding pour notre projet, pour le financer en partie en tout cas. Donc j'essaye simplement de trouver différentes sources de financement, pas me contenter d'une seule. Le parrainage par exemple, le mécénat, les subventions, ce sont autant de composantes du financement que j'ai souhaité. Et si l'on examine le crowdfunding, comme je vous le disais, le plus fascinant, c'est le côté crowd, donc le côté foule qui finance. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une foule, précisément, d'investisseurs. Par exemple, pour la traduction en anglais de mon livre, j'ai pu recueillir 25 000 € en quelques semaines avec plus de 71 investisseurs qui ont investi dans la traduction de mon livre. Et lorsque les gens investissent, bon, ils investissent de l'argent, certes, mais ce faisant, ils deviennent également des ambassadeurs de votre projet. Parce que vous savez, ils ne vont pas investir dans un projet qu'ils n'aiment pas. Et donc, avec le public et ses financiers, en quelque sorte, mais il y avait également des designers, il y avait différents personnages intéressants qui m'ont aussi aidé du fait de leur propre parcours professionnel. Ils ont également permis l'avènement du projet. Donc, ils n'ont pas simplement financé. Donc, encore une fois, le côté argent, c'est juste cet accessoire. Il y a le côté vraiment full d'investisseurs et full de talents qui est important. Le financement n'est qu'une partie, quelque part, de l'expérience que proposent ces plateformes et que c'est peut-être avant tout un lieu d'échange.
et de partage et effectivement de créativité, et que ces plateformes, on le voit bien, sont pas simplement là pour financer des œuvres, mais pour mettre en relation des gens et quelque part pour donner un feedback à des artistes qui jusqu'à présent étaient un peu isolés. Et ça a une vraie valeur au-delà simplement le financement. Okay. Is crowdfunding... Le crowdfunding, sans cadre juridique et financier pour le consommateur, c'est viable à long terme? Si un consommateur veut investir dans un projet de crowdfunding, par exemple, il apporte son appui au projet, il se l'approprie en quelque sorte, mais parfois il a quand même envie d'avoir un petit retour sur investissement, ou en tout cas une garantie juridique. Donc que faites-vous pour nous offrir justement ces garanties financières et juridiques? Réponse. Mais il y a 4 types de crowdfunding. Il y a le crowdfunding basé sur le don. Donc on vous donne de l'argent parce qu'on aime votre projet et on veut qu'il qu'il devienne réalité. Deuxièmement, il y a le capital d'ensemencement en quelque sorte. Donc il s'agit simplement de vous aider. Troisièmement, c'est le prêt. Et quatrièmement, sur des capitaux privés. Et je crois que pour les deux derniers, ce qui est important, c'est de se poser la question de savoir quelle est la possibilité d'avoir un retour sur investissement. Le crowdfunding, c'est assez récent comme phénomène. Et au niveau européen, on s'aperçoit que ce qui intéresse les gens, c'est de savoir comment on peut donner aux investisseurs une chance accrue d'avoir un retour sur investissement. Donc ils récupèrent leur mise, grosso modo. Mais bon, c'est très personnel, hein, la vision qu'on a du crowdfunding. Vous pouvez aller voir une banque. Pour avoir de l'argent, vous pouvez aller au bar aussi pour que quelqu'un vous donne de l'argent. Mais si je vais à la banque, si je fais une erreur, ce sera une chose. Mais ceux qui investissent, que j'ai rencontrés dans un bar, dans mon projet, eh bien, s'ils périclitent, ça mettra également à mal mes relations amicales. Donc en crowdfunding, il faut aussi qu'il y ait une grande transparence, surtout lorsqu'il y a investissement de capitaux privés ou emprunt. Par exemple, moi j'avais examiné un projet de crowdfunding basé sur les capitaux privés, mais ça a été une catastrophe parce que après on s'est retrouvé dans tout le système fiscal, comptable, etc. Ça a été beaucoup plus compliqué et pour la pérennité, c'était plutôt mal parti. Quelques minutes aux questions de la salle, j'imagine. Il y a des... Alors, monsieur... Christian de Boissieu, je suis économiste et également au conseil d'orientation du forum. Je vais d'abord rapidement rebondir sur le crowdfunding, ce qu'on appelle en français finance participative. Premièrement, ça ne concerne pas que le secteur culturel, hein, il faut avoir ça en tête. Ça concerne beaucoup la culture, mais pas que la culture. Deuxièmement, il se trouve que je suis régulateur à l'autorité des marchés financiers. Et nous, du côté de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, on regarde ce qui se passe sur le marché du crowdfunding, surtout depuis 1 an. Alors, en France, les chiffres sont faibles, vous l'avez rappelé, ça veut dire qu'il y a quand même un fort potentiel de rattrapage par rapport à des pays qui sont très en avance sur nous, dans ce domaine-là, comme les États-Unis. Premier sentiment, rattrapage. Deuxième sentiment, la crise financière depuis 2007 est aussi une crise de confiance dans la finance. Si jamais il y a des accros sur ce marché du crowdfunding dans les mois, dans les années qui viennent, on risque de tuer la confiance pour un certain temps ou un temps certain. Elle reviendra difficilement. Donc, nous, régulateurs financiers du côté français, mais vous l'avez dit, il y a la même approche du côté européen. Les exigences, c'est quoi? C'est la transparence. Et c'est, je dirais, une certaine sécurité. Et donc le débat qui était posé hier par notre ami indien, Amit Khanna, quand il disait ces Français cherchent toujours à tout réguler, j'ose quand même intervenir en tant que co-régulateur français pour dire qu'il faut laisser se développer ces financements, mais il faut avoir en tête ces exigences de transparence, de sécurité, de maintien de la confiance. Je termine juste sur l'étude Kurt Salmon, si vous permettez. Moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est la chose suivante. On va vivre probablement dans les 2 ou 3 prochaines années dans un contexte mondial où la croissance mondiale va se promener entre 3 et 4% par an, autant qu'on puisse le prévoir. Ce que vous nous dites à la fin de votre présentation, c'est que dans le domaine
du secteur culturel, quelle que soit la définition, étroite ou large, vous avez en tête des prévisions de croissance de 5% par an. Ça veut dire qu'au plan mondial, on est installé dans un scénario où le secteur culturel va croître avec 2 points de plus que la croissance mondiale. Ce qui m'intéresse aussi, c'est non seulement de raisonner au plan mondial, mais je dirais région par région, parce que cet écart qui me paraît intéressant entre les deux taux de croissance, il ne va pas être le même selon les régions à travers le rattrapage. Et ça confirme tout ce qu'on a dit depuis hier, mais de manière, j'allais dire, quantitative. Le qualitatif qu'on évoque depuis hier en disant la culture est un facteur de croissance et va le rester, il me semble que c'est bien l'articulation de cet écart que je rappelle et que je tire de votre étude. Merci. Pardon, pour être précis dans votre intervention, le crowdfunding est régulé par des instances comme l'AMF ou alors pour l'instant il y a un vide juridique? Je vous dis que pour l'instant... Vous allez regarder mais... Bien sûr. On a eu, depuis, je crois qu'on a eu un collège, c'est-à-dire une réunion du board de l'AMF il y a quelques semaines où on a regardé une étude des services de l'AMF sur le crowdfunding en France et un peu en Europe. Pour l'instant, on est vraiment dans la phase de ce que j'appelle la soft regulation. C'est-à-dire, ça reste un chantier relativement ouvert. Et il faudra sans doute, vous l'avez dit vous-même, notre ami néerlandais l'a dit, il faudra sans doute aborder d'emblée peut-être la question au niveau européen, mais le sentiment qu'on a compte tenu, je dirais même si les chiffres sont petits, les enjeux en termes de confiance sont grands. Et donc le sentiment qu'on a, c'est qu'il faut regarder ça de près, tout en laissant les initiatives décentralisées se poursuivre. Merci. Y a-t-il une autre question dans la salle ? Je voulais Merci, juste... Françoise Benamou. Pardon. Oui, c'est bon. Françoise Benamou, économiste. J'avais une question sur l'étude qui m'a semblé intéressante. Après, on est passé en fait à autre chose dans le débat. L'étude semble montrer qu'il y a un partage de la valeur qui serait très stable entre les acteurs de la sphère culturelle, malgré l'évolution à laquelle on assiste et la montée du numérique. Et je me demandais comment ceci était compatible avec, par ailleurs, ce qui est dans l'étude sur la montée des géants de l'Internet et la place qu'ils prennent dans la chaîne de valeur. Donc, si vous pouviez nous éclairer un petit peu là-dessus. Merci. Oui, en fait, non, je suis peut-être assez rapidement, mais ce que on a essayé de démontrer, c'est qu'il y a bien sûr un maillon de la chaîne, hein, que sont les intermédiaires qui ont disparu, et ces intermédiaires sont différents d'un secteur à l'autre. Voilà, les gens qui produisaient des CD par définition, n'existent plus vraiment. Mais cette valeur qui a disparu, elle a tendance à avoir été captée par les producteurs. Donc là, comme on le démontrait, c'est que les producteurs, en règle générale, proportionnellement, captent plus de valeur unitaire, en fait, que précédemment dans l'environnement physique. Donc voilà, il y a bien une évolution, un shift de la valeur entre différents acteurs. Et encore une fois, le prix unitaire des produits a largement baissé, et on l'a évoqué pendant tout un temps, le volume de consommation, pour cause de piratage et autres, a largement baissé. D'accord ? Et voilà, donc il y a moins de valeur. Par contre, et le seul élément, le seul acteur qui, lui, dans cet environnement baissier, est resté stable en pourcentage, c'est l'artiste. Donc lui, il a quand même dû foncièrement perdre beaucoup dans l'histoire. Je voulais juste intervenir et répondre à Monsieur Dujardin, qui m'a interpellé sans me nommer, pour juste dire que... Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Elisabeth Markiewicz et j'ai créé cette chaîne de télévision qui s'appelle Icono TV, que j'ai présentée juste avant votre... Et donc je voulais juste l'interpeller moi-même pour lui dire que 50% de notre contenu est fait avec des artistes, que j'ai maintenant 10% du contenu qui est fait pour nous et avec nous, c'est-à-dire que nous coproduisons avec les artistes et nous distribuons ensuite les œuvres sur notre chaîne, que ces œuvres vont être donc au même titre que nos productions sur les vidéos qu'on a fait pour l'art ancien, vont être téléchargeables à 1,99 € et que pour répondre à l'analyse, il manquait les arts visuels pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de téléchargement dans l'art et que puisque nous l'avons lancé avant Noël, sur les 1,99 €, on fait le partage 50-50. Donc finalement, les artistes visuels vont beaucoup gagné avec nous comparé à tous les autres chiffres que vous avez vus. C'est en tant que producteur, donc on ne va pas prendre plus que les artistes parce qu'on ne trouve pas ça normal. C'est pour montrer que Icono est vraiment une chaîne
qui est pour les artistes et avec les artistes et avec les institutions. Et le fait qu'on soit tellement bien distribué, surtout dans les pays arabes aujourd'hui, on fait beaucoup pour le Qatar sans que le Qatar le sache. Merci, nous sommes rassurés. Madame, vous aviez une question. Merci. Sana Guénimat de Tunisie. Ma question, j'en ai deux, vont s'adresser à Monsieur Charkaoui. La première chose, on est en train de parler de consommateur, créateur, distributeur de culture, qui est universel. Et ça, il n'y a pas de doute. Cependant, je ne passerai pas cette séance sans soulever la question du détenu culturel et médiatique au Qatar, M. Mahmoud Bouneb, qui a créé Jazeera Children et qui a créé Baram et qui était un des piliers culturels du Qatar, un Tunisien qu'on est allé chercher en Suisse comme une grosse pointure du métier et qui, depuis 2 ans, est assiégé au Qatar sans le droit de voyager, sans procès, sans accusation claire. Donc, c'est pas ainsi qu'on fera la culture. La deuxième chose, on a approché le Qatar, la Qatar Foundation, pour sauver une bibliothèque privée des plus importantes dans l'islamisme, l'islam éclairé de la Zitouna en Tunisie, la bibliothèque Naifar qui compte plus de 40 000 ouvrages qui sont en délabrement. Et après 4 visites officielles des Qataris en Tunisie, on nous a demandé d'acheter physiquement la bibliothèque plutôt que de la numériser et de la rendre disponible pour l'ensemble de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ainsi qu'on fait la culture? Yes. D'abord, je vous remercie pour ces questions. Pour ce qui concerne la première question sur M. Bouneb, vous devez savoir que c'est une affaire en justice et donc ils sont en train de faire toutes les investigations nécessaires. Et partout dans le monde, c'est la même chose. Dès que vous avez une investigation, il y a une interdiction de voyager. Et donc, je ne pense pas que ça soit quelque chose hors norme. Ça fait 2 ans que ça traîne, oui, mais il y a des auditeurs qui travaillent et il y a une prosécution en cours. Donc, merci pour cette question, mais je ne vois pas où est le problème jusqu'à maintenant. Sur la deuxième facette, ça prouve, au moins vous avez dit dans votre parole qu'il y a 4 voyages qui sont faits. Ça prouve que le Qatar il est engagé, il est venu en Tunisie. Moi je suis moi-même, j'ai été moi-même partie de ces discussions et il y avait des MOU qui sont en train de se faire signer. Et je peux vous dire que c'est le côté tunisien qui a compliqué les choses. Et puis c'est tout. Donc je suis désolé si ça ne s'est pas passé de la manière dont vous aurez aimé, mais ça prouve qu'on a de bonnes intentions, ça prouve que le Qatar, il est partout, ça prouve qu'il y a une main tendue pour la coopération. Et donc, merci encore, mais ça ne nous concerne pas. Merci pour ces réponses directes à cette question directe. Vous voulez intervenir? Oui, Pascal regarde. Donc, je voulais donner une bonne nouvelle à Christine Albanel qui a parlé de l'égalité et de l'équité devant les contributions et l'impôt. C'est que la Commission européenne a enfin validé la taxe sur les services de distribution audiovisuelle en France. Bon. Et donc Orange, qui était parfaitement vertueux, maintenant on verra ses concurrents payer les mêmes montants en pourcentage. Et je rappellerai à tout le monde que M. Barroso et sa Commission nous ont coûté 100 millions d'euros de financement de la création française cinématographique et audiovisuelle, et que nous espérons qu'on nous donnera l'année prochaine un président de commission qui saura créer l'Europe de la culture. Merci. Y a-t-il encore une dernière question de la salle? Alors, quand je disais dernière, il y en a beaucoup des dernières. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on formule une question rapide et puis on essaiera de répondre le plus rapidement possible? Merci. Sandra Travers de Fautrier, auteur d'essais et en même temps j'enseigne le droit de la propriété littéraire. C'est pas une question, c'était juste pour préciser, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'Europe des créateurs, que le droit est aussi un objet culturel. On l'oublie, on en parle en termes de régulation, on en parle en termes de technique. Or, le droit véhicule une image philosophique de la société et que le conflit qui existe aujourd'hui, dont on ne parle pas vraiment, mais entre, je dirais, ceux qui défendent le droit de la
de l'objet œuvre. Et ceux qui défendent le droit d'auteur tournent justement autour de cette question, mettons l'auteur au centre. Et quand vous évoquez tout à l'heure la perte de recettes, en quelque sorte, il faut bien employer les mauvais mots, pour les auteurs, c'est important de replacer aussi les créateurs sans lesquels il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas, etc., au centre quand même de cette juridicité en quelque sorte. Voilà. La libre circulation et surtout la liberté d'expression sont directement conditionnées par le fait que l'auteur est au centre. Je crois que c'est important. Il faut faire un petit peu d'histoire. Revenons au XVIIIe siècle. Le droit d'auteur a véritablement été mis en place pour libérer les auteurs des corporatismes, d'une forme de mécénat qui, je dirais, fermait la bouche aux auteurs un peu trop agités. Bref, il faut, je crois, faire un effort de pédagogie pour que le public comprenne que le droit d'auteur, le droit des auteurs n'est pas contre le public. C'est au contraire quelque chose qui est favorable à l'accès du public à la création. Sans compter que ça met fin à ce qui pourrait être la tentation d'ériger des frontières entre les amateurs et les professionnels. J'y tiens, c'est très important. Le droit d'auteur tel qu'il existe est favorable à tous les auteurs, que vous ayez un titre ou pas. Donc le public doit savoir aussi que c'est lui-même en tant que possible auteur que le droit d'auteur défend. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a encore, je connais pas l'ordre de... Voilà, on va commencer par madame. Denise Bombardier, Québec, Canada. Je voudrais demander à monsieur Dujardin si la montée du pouvoir chez les artistes en Belgique est inversement proportionnelle à l'effondrement du politique dans votre pays. Je dirais, je ne sais pas si le Forum d'Avignon et tous les citoyens ici assis dans ce superbe lieu seraient intéressés par la politique belge. Mais je dois dire que... Ah non. Mais je dirais comme Européen, je dirais c'est quand même en visitant par exemple les pays baltes et la complexité que je trouve dans le reste de l'Europe, certainement on pense toujours que c'est plus vert ailleurs ou que la Commission sera meilleure demain sans Barroso ou avec Barroso. Je pense pas que c'est la bonne réaction. Je pense qu'il y a en tout cas un élément qui nous a, les Belges, en tout cas, on le voit dans la création, être des débrouillards et d'être créatifs et de survivre dans une complexité. Je dirais, c'est vrai qu'il y a 5 gouvernements pour un petit pays de 10 millions d'habitants, mais c'est aussi l'absurdité, peut-être, on peut le dire ici dans ce collège, de la démocratie. Je pense en même temps, je suis fier que cette démocratie s'est développée de cette façon-là, parce qu'elle a donné beaucoup d'opportunités. Maintenant, c'est un élément frontal. On est dans un lieu frontalier, et c'est là où ça donne cette... On pourrait dire que c'est quelque chose de négatif, mais je le vois comme une complémentarité formidable. Lille, le nord de la France, Madame Aubry a appelé sa ville une ville de culture flamande. Je dirais cette diversité entre le nord de la France, la Flandre, le Hainaut et je dirais la principauté de Liège, c'est une diversité culturelle de différentes langues, de différentes cultures, et c'est beaucoup plus la complémentarité que l'opposition, et ça fait la force de notre pays et de nos artistes depuis toujours, les peintres, Van Eyck et les autres. On a dit que l'opéra et la peinture étaient mortes en France. Je pense à travers ces diversités culturelles, on est toujours là, les Belges, et je pense qu'ils sont adorés en France, à Avignon et à Paris. Oui, on confirme. Monsieur, après... monsieur, pardon. Et après... Merci beaucoup. Je suis Eduardo Brown du Chili, chef d'orchestre. Et en général, je trouve que si on est en train de parler de ce que quelqu'un a fait une définition comme culture cultivée, c'est-à-dire la culture qui n'est pas le mode de vie, mais la connaissance, les arts, les choses un peu plus élevées, je trouve que on s'expose un peu à ce que c'est que le concept du musée. On a beaucoup parlé de musée aujourd'hui. Et je me demande, parmi nous qui sommes ici, combien de nous qui consommons la culture tout le temps, nous en faisons? C'est différent d'être à un musée,
de voir les enfants apprendre d'un certain ouvrage qui est très beau, et au lieu de leur faire peindre, de leur faire dessiner. C'est comme apprendre à écrire ou apprendre à rédiger. Je me demande combien d'entre nous faisons des actes créatifs nous-mêmes, nous qui sommes ici pour parler de la culture tout le temps. Moi, comme chef d'orchestre, tout le monde me dit « Ah bon, mais toi, tu es musicien, alors tu fais la culture tout le temps. » Mais au fait, il y a plusieurs façons de faire la culture et je veux pas m'excuser parce que moi, je pourrais être comme un magnétophone. Je reproduis les grandes œuvres de Beethoven et c'est mon boulot. J'essaye de faire une contribution à la culture quand je commande une nouvelle pièce. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous voulez formuler une question? Si la question est non, combien de personnes sais pas fait de la formuler culture, on demandera. C'est pas formuler une question, c'est faire seulement une constatation. Parce que je crois que parfois on parle d'une façon trop élevée et parfois, si par exemple le projet de Martin Aretz, qui est un projet très intéressant, de la façon comme il a été exposé ici, c'est presque comme du investment banking. Et je crois que ça, c'est une chose que nous devons nous demander nous-mêmes. Comment est notre approche à la culture et comment est-ce qu'on va transmettre ça aux jeunes générations qui voudraient peut-être quelque chose de moins élevé, mais quelque chose qui est plus créatif avec leurs propres mains. C'est ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Monsieur, au premier rang. Ma question est très courte. Mario D'Angelo, MESIC et Association Idée Europe. J'ai une question très courte. Créateurs, consommateurs, producteurs, distributeurs, où sont les prescripteurs ? Les consommateurs, je crois que ça c'est le principe même dans l'univers numérique, peuvent être des prescripteurs en fait. C'est les réseaux sociaux, voilà. Mais le danger peut-être c'est aussi que on a l'impression, les consommateurs ont l'impression qu'ils ont d'ailleurs tout le pouvoir puisqu'ils peuvent comme ça prescrire, alors que souvent finalement la puissance d'Amazon par son système de recommandation est certainement beaucoup plus forte que les prescriptions en apparence libres. Et le bouche à oreille, enfin je veux dire, et c'est un des dangers aussi parce que cette recommandation, elle est cette espèce d'algorithme en quelque sorte. Quand vous faites une recommandation humaine, vous allez dans la même phrase dire que vous avez aimé 9 mois ferme, que vous avez aimé le dernier, je sais pas quoi, le dernier Haneke par exemple ou Gravity. Vous allez dire. Ou le Guillaume et les garçons à table, vous allez dire tout cela et vous allez vanter avec finalement un seul critère qui est la qualité, la recommandation, et on peut en être terriblement prisonnier. Mais je crois que c'est les consommateurs qui sont prescripteurs. Oui, c'est un petit peu la même chose pour Amazon, parce que je crois que ce sont les utilisateurs qui ont la maîtrise, qui ont le contrôle. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a des plateformes telles qu'Amazon ou que Facebook, l'on investit la confiance des consommateurs. Et pour Facebook, par exemple, nombreux sont les jeunes qui, désormais, optent pour des plateformes dites niches parce qu'ils n'ont plus confiance en Facebook. Facebook, c'est très puissant, certes, mais à mon avis, dans 10 ans, je prends le pari que ça aura disparu. Non, vraiment, c'est un pari que je fais ici. Mais je crois qu'à long terme, le pouvoir, il est vraiment entre les mains de ce que j'appelais la foule, donc des utilisateurs, parce que ce sont eux qui investissent une valeur et une confiance dans Amazon ou Facebook, par exemple. Question. Merci Martine pour vos prévisions. Bonjour, Heinz Lesseg. Je souhaitais simplement rebondir sur ce qui a été dit par Madame la professeure de droit de propriété intellectuelle dans le domaine de l'art. Je crois que c'est une fausse dichotomie de dire qu'il y a un choix entre protection des droits d'auteur d'une part et ne pas les protéger de l'autre. Ça n'est pas ça le choix qu'il faut opérer au XXIe siècle. Ça, c'est vraiment un débat qui remonte au XIXe siècle. Maintenant, le débat porte sur la meilleure façon de protéger ces droits d'auteur. À quoi doivent ressembler ces droits d'auteur? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et ça m'a intéressé d'entendre ce que l'on nous
disait de l'expérience française. On disait que ça avait été une erreur de pénaliser, entre guillemets, le piratage. Et l'on disait, peut-être au lieu de pénaliser, faudrait-il imposer des sanctions pécuniaires, par exemple. Mais il y a une tradition dans le droit d'auteur européen. Ça a été développé par le Parti des Verts, les Allemands, le prix forfaitaire culturel, par exemple. Il consiste à dire que pour protéger les artistes, ce serait d'avoir un prix forfaitaire, un montant forfaitaire qui permet de protéger les auteurs sans pour autant faire passer à la caisse les utilisateurs de manière exagérée. Donc la question est simplement de savoir quel est le meilleur équilibre entre un retour sur investissement de la part des créateurs, comment encourager la création. Et je crois que les jeunes de ce côté-là sont tout à fait aptes à comprendre ce message. Et donc ce débat, est-ce qu'il faut donner de l'argent aux artistes ou pas, ça c'est un débat qui, je l'avais souhaité en tout cas, était relégué aux oubliettes depuis bien longtemps. Qui était un peu le centre du débat. Vous voulez y répondre et puis après Paul y répondra. Non, enfin, je comprends là ce qui est dit sur le... personne ne veut criminaliser, enfin au sens strict, je veux dire... oui, toute une génération. Je pense que on a fait avancer quand même une prise de conscience un peu éthique par rapport aux droits d'auteur et qui n'est droit d'auteur, qui n'est pas d'ailleurs à confondre, comme l'a dit Madame tout à l'heure, avec le copyright. Ce n'est pas la même culture et ce n'est pas la même vision des choses. Voilà, moi je revendique en effet d'avoir, je pense que la France a bien fait de faire progresser cette prise de conscience sans criminaliser, mais d'une façon qui a été assez pédagogique. C'est pas la seule façon naturellement d'aider les artistes, mais je crois qu'il y a là ça fait partie quand même d'une culture que nous portons, il me semble. Une petite remarque, je pense qu'il y avait aussi une autre information. La façon, j'ai moi-même 4 enfants et je vois comment ils travaillent avec cet outil et sans avoir, je pense aussi l'élément de conscience et d'éthique. Hein, c'est l'élément de la façon qu'ils outillent et qu'ils n'ont pas une connaissance de tout ce qui est là à leur disposition sans un élément d'éducation de la valeur, comment elle est gérée. C'est l'aspect, une jeunesse qui a accès à tout, comment elle apprend à le gérer et un respect de ce qui est derrière. Le learning, et c'est un élément d'éthique et d'éducation. Et ça manque fondamentalement aujourd'hui. Je le vois tous les jours moi-même, voyant mes enfants downloader les derniers films, même déjà avant qu'ils sont dans la salle de cinéma, et je suis moi-même tout à fait étonné comment ils arrivent à le faire à 10, 12, 13 ans. Non, mais c'est l'élément d'éthique et de gouvernance qu'on doit absolument apprendre, et là il y a une urgence. Merci, nous allons nous arrêter donc sur cette réflexion d'éthique et d'éducation. Il me reste à remercier tous les participants à cette table ronde. Merci beaucoup. Et nous arrivons... Merci. Et nous arrivons au meilleur moment de la journée, la pause déjeuner. Merci, nous nous retrouvons cet après-midi. Alors, excellent déjeuner à vous tous. Et nous vous demandons impérativement d'être de retour dans cette salle à 14 h. Merci et très bon déjeuner. Master and servant.